Bonjour à tous, aujourd'hui on est le mardi 2 juillet, donc c'est la deuxième journée de l'Académie diplomatique. Ce matin on a eu le droit à le premier pan, donc il y avait Monsieur Didier Lebret qui a fait son témoignage sur sa carrière. Désolée, j'ai été interrompue par mes amis. Bienvenue sur Source diplomatique. Académie diplomatique. d'été. Bienvenue dans Source diplomatique, le podcast qui vous plonge au cœur de la diplomatie française. Avec cette série, l'Académie, nous sortons du cadre habituel de nos épisodes pour nous rendre à la 4e édition de l'Académie diplomatique d'été. Moi c'est Anton. Et moi c'est Émilie. Et durant toute la semaine, on fait équipe avec Jessica, une académicienne que vous avez déjà rencontrée dans l'épisode 1 et qui nous fait découvrir cette expérience à travers ses yeux. Aujourd'hui, les thèmes abordés seront un peu plus sérieux qu'hier, au programme Guerre et crise, et Jessica et ses camarades vont commencer par assister au témoignage de l'ancien ambassadeur de France à Haïti et le directeur de l'Académie diplomatique et consulaire, Didier Lebret. Donc il nous a raconté son témoignage et c'était vraiment super parce que c'était beaucoup plus vivant, ça nous permettait de voir un peu la trajectoire de vie d'un diplomate au Quai d'Orsay. Il a parlé du moment où il a été ambassadeur à Haïti quand il y avait une grosse crise. Le 12 janvier 2010, un terrible tremblement de terre secoue Haïti. Plus de 220 000 personnes perdent la vie, 300 000 environ sont blessés et plus d'1 million restent sans toit. Un tremblement de terre, c'est comme la guerre. C'est-à-dire que c'est des blessures lourdes, on ampute, les gens sont coincés sous les gravats. Femmes, enfants, etc. Ça frappe de manière indiscriminée. Il n'y a pas de règle. Là où vous avez des gens qui restent coincés. On en a sauvé une semaine après. Et donc, on prend la tête vraiment d'une coalition de pays avec les Américains qui aident massivement les Haïtiens à sortir de cette situation. Et autour de moi, il n'y a que des gens à l'agonie. J'ai perdu des personnels de français, etc. Mon ambassade se transforme en un hôpital de guerre. Donc je passe à un tout autre métier, un métier d'urgentiste, où pendant 2 ans, je n'ai fait que ça, coordonner les moyens de l'État, préparer la reconstruction, bref, un autre métier. C'était juste super important pour nous tous, je pense, de rencontrer ce monsieur et d'avoir son témoignage sur sa vie. Puis il a aussi parlé du fait que voilà, ce n'est pas une vie de tout repos et aussi du fait que quand on a une vie de famille, ça peut être aussi compliqué. Travailler au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est aussi s'occuper des ressortissants français de l'étranger. Et quand il y a une crise majeure qui se déclare quelque part dans le monde, c'est le Centre de crise et de soutien, aussi appelé CDCS, qui intervient. Nous, on est l'équipe du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Là, vous écoutez Fanny Demassieux, directrice adjointe du CDCS. On a 2 missions principales. La première, c'est d'assurer la sécurité des Français à l'étranger. Et la deuxième, c'est d'assurer la gestion des crises humanitaires. Et comme vous l'aurez peut-être déjà compris, le CDCS, comme tous les autres départements du ministère, est constitué d'une multitude de différents métiers. Moi, je suis au Centre des opérations humanitaires et de stabilisation. C'est un centre qui s'occupe des actions humanitaires et de stabilisation, mais aussi du déminage, puisque le déminage peut être humanitaire. Moi, je m'occupe aussi des plans de sécurité des ambassades. Et sur ma fiche de poste, c'est rédacteur, mort violente et disparitions inquiétantes. Alors, on est d'accord, ça peut paraître assez impressionnant et on pourrait s'imaginer que c'est un département plutôt difficile d'accès. Et pourtant, comme le démontre le parcours de Barbara, agente au CDCS, ce n'est pas toujours le cas. Quand j'ai réfléchi ce matin en venant à mon parcours et au message que celui-ci pouvait vous donner, j'ai trouvé 3 messages. Le premier message, tous les espoirs sont permis. Moi, quand j'avais 17 ans, j'étais au lycée dans un cursus scientifique, j'étais nulle, j'ai eu mon bac sans mention et j'ai minoré au bac l'allemand. J'étais nulle en langue. Donc voilà, tous les espoirs sont permis. Après le bac, j'ai rien eu sur la plateforme post-bac.
mais j'ai réussi à avoir une place dans une petite prépa littéraire. Moi, j'ai adoré la prépa littéraire. Et c'est à ce moment-là, alors je suis pas passée de nul à brillant, je suis passée de nul à moyen, mais c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris goût aux études. Dans ma prépa littéraire, il y avait une option géopolitique. Donc, ça m'a donné goût pour les relations internationales, ça m'a donné envie d'être diplomate. Deuxième message, donc à partir de là, ne pas se laisser avoir par les discours démobilisateurs sur le Quai d'Orsay. Moi, j'arrêtais pas d'entendre « Oui, mais j'ai un copain, il parle japonais depuis qu'il a 2 ans. En plus, il a appris le farsi. Il y a qu'une seule place au Quai d'Orsay. Enfin, c'est impossible. » Voilà. C'est pas vrai. La preuve, moi, j'ai réussi en 2023 le concours d'Orient avec l'hébreu. J'ai commencé à apprendre l'hébreu en 2020-2021. Ça m'a demandé énormément de travail, c'est sûr. Je pense qu'à un moment donné, quand on est sûr qu'on veut être diplomate, il faut beaucoup travailler. Et ça, moi, j'ai pris un peu de temps pour me mettre au travail. Et je pense que vous qui avez été sélectionné pour l'Académie diplomatique d'été, vous êtes déjà plus au travail que moi, je l'étais à l'époque. Après la prépa littéraire, donc moi, je suis allée à Sciences Po à Paris en master de recherche. Et après mon master à Sciences Po, comme j'étais toujours nulle en langue et que j'avais toujours pas décidé de me mettre vraiment au travail parce que c'est quand même compliqué, je suis partie en volontariat international en administration, en VIA. Et donc, j'étais chargée de mission scientifique et universitaire à l'ambassade de France à Delhi, en Inde. Et en mars 2020, la crise Covid arrive. Et donc, moi, dans ma tête, je m'étais toujours dit Sciences Po, école doctorale, moi, je veux écrire des grandes analyses politiques sur la politique étrangère, je suis un peu une intellectuelle, etc. Et en fait, pendant la crise Covid en Inde, l'ambassade est passée en mode gestion de crise. Donc, moi, je me suis retrouvée à faire la réponse téléphonique. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré mettre des gens dans des bus, j'ai adoré accompagner des gens à l'aéroport, distribuer des sandwichs. Je me suis dit, mais c'est génial de faire un truc concret. Et en fait, directement, on voit aussi le service public sur le terrain. C'est quoi d'aider des gens? Ça veut dire quoi de les évacuer? Voilà. Donc, en rentrant de mon volontariat international en Inde, je me suis inscrite à l'INALCO en hébreu. Et j'ai commencé à travailler d'abord comme contractuelle au Quai d'Orsay. Et en gros, pour passer rapidement, j'ai passé le concours cette année. Et là, c'est ma 2e année au centre de crise. Donc, les 3 messages, tous les espoirs sont permis pour tout le monde, mais à un moment, il faut quand même travailler. 2e message, les discours des mobilisateurs qui vous disent que c'est impossible, c'est pas vrai. 3e message, là, c'est un message plus personnel sur les langues. Moi, j'ai mis 10 ans à me mettre aux langues parce que je me disais, t'es nul, t'es nul, t'es nul. En fait, ça vaut le coup d'apprendre une langue. Ça vaut le coup parce que c'est comme le sport. Quand on s'y met, il y a quand même quelque chose de vachement sympa à apprendre à écrire dans des caractères qu'on connaît pas, qui sont là. Et ça vous donne un accès au pays dans lequel vous vivez. Et ça, que vous soyez diplomate ou autre chose, en fait, quand on peut parler aux gens, c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est tellement impressionnant de voir qu'on peut partir d'un point A, finir à un point J, à un point Z, et se dire que oui, c'est ça, c'est leur volonté. Il y a une sorte de partage aussi, je trouve, de transmettre, comme il disait ce matin Monsieur Lebris, c'est vraiment ça qui m'attire et qui m'impressionne aussi. C'est quand même un milieu où on se met plein de représentations, on se dit c'est pas pour nous, la diplomatie, il faut être d'un milieu social assez élevé. Et le fait d'avoir ces témoignages, on se dit ils ont peut-être pas fait un cursus classique, ils sont passés par différentes voies, c'est des femmes, c'est parfois des personnes qui viennent de milieux dans lesquels on peut un peu se retrouver. Et c'est ça, je pense, le mot rassurant, c'est qu'on se dit c'est possible en fait. C'est tellement vrai et je trouve que justement, le MEAE nous a montré des parcours tellement humains. Et voilà, je ne sais pas si vous avez votre avis là-dessus. Est-ce que ça vous a validé une vocation, là, cette académie Moi, à travers les différents parcours qu'on a pu voir, ça m'a vraiment donné espoir de se dire que peu importe l'école qu'on a fait ou les études qu'on fait, tout le monde, par une certaine volonté et une force de travail, peut arriver à exercer des métiers au sein de la diplomatie. Je trouvais ça vraiment beau et encourageant et moi, personnellement, ça m'a vraiment donné espoir et je sors beaucoup plus convaincue concernant l'avenir, mon avenir futur, peut-être au Quai d'Orsay, je l'espère. Ça me fait trop plaisir ce que tu dis parce que moi aussi, et je suis totalement d'accord. Je sais pas, quel est ton avis, Samia
Je pense aussi que, déjà, moi, je pensais au ministère des Affaires étrangères. Moi, je viens d'une petite campagne. On me disait, tu rêves du ministère des Affaires étrangères, mais chérie, tu rêves. C'est un monde élitiste. C'est que les fils d'un tel ou un tel qui rentrent. Une personne comme toi, fille d'émigrés, n'a aucune chance d'y entrer. Il faut y aller, il ne faut pas écouter, il faut foncer. Parce que je vois que pour tout le monde, ça se passe très bien. On peut le dire, tout le monde est content. C'est la maison du... content. Assez déçu. Parce qu'il n'y avait pas de thermos de café cet après-midi, donc assez déçu, je tiens à le dire. Je sais pas, c'est qui s'occupe. Ouais, je reviens pas demain. C'est qui s'occupe du café? Ok, je vais. C'est pas moi. Mais j'essaierai d'en parler à quelqu'un. Merci beaucoup. Alors, comment s'est passée cette deuxième journée? Deuxième journée, j'ai préféré hier, je pense. Justement parce qu'on a eu un témoignage vraiment beau et important de Monsieur Lebret. Et je pense que ça rentre vraiment en compte dans nos questionnements en tant que jeunes qui sont dans des études de relations internationales, de langue et tout. Et ça fait plaisir de voir qu'il a adoré ce qu'il a fait et qu'il nous a parlé aussi de justement sa vie familiale, que c'est quand même compliqué. Ça me fait poser beaucoup de questions sur moi-même parce que la diplomatie, ça m'intéresse, mais aussi je me demande à quel prix au niveau de ma vie personnelle aussi. Et voilà, et puis l'après-midi, on a parlé de la section économique dans la diplomatie, qui, je vous avoue, m'intéresse un peu moins parce que moi, je ne fais pas du tout d'études d'économie et je ne pense pas aller vers là plus tard. Mais j'ai trouvé ça tout aussi important, justement, l'attractivité, le fait que la France essaye d'attirer des talents internationaux. Moi, je trouve ça louable et c'est vraiment super. Et donc, à la fin de cette journée-là, est-ce que tu as une idée un peu plus précise de la personne que tu voudrais rencontrer? Honnêtement, non, j'ai pas encore beaucoup d'idées, j'ai pas trop réfléchi, puisqu'on n'a pas... en fait, la journée est passée assez vite et c'était aussi assez chargé. Donc, j'ai pas eu le temps de penser à ça. Et peut-être que tu pourrais interroger tes camarades, par exemple? Oui, il faudrait que je leur demande, mais oui, je pense qu'eux, ils doivent avoir une idée de qui ils veulent interroger. Dans le prochain épisode, Jessica s'empare de plus en plus du micro. Elle le tend à ses camarades et ensemble ils vont découvrir les mondes étonnants du protocole et du consulat. Vous écoutez l'Académie, une série de sources diplomatiques, le podcast du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.